Salut tout le monde, petit disclaimer avant de commencer la vidéo. En ce moment, je suis en train de faire le Inktober Challenge. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre tout ce qui est mes réseaux sociaux liés à ma production artistique dans la barre d'infos, parce que voilà, du coup, je fais un dessin par jour en ce moment, et c'est sur le thème du cinéma et des séries, donc ça peut vous intéresser. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan des films que j'ai vus durant le mois de septembre. Vous allez voir que cette vidéo va être assez longue et assez fournie, parce que j'ai eu la chance de pouvoir assister grâce à mon asso au festival Fifi Gros, dans lequel j'ai vu énormément de films en avant-première, desquels je vais pouvoir vous parler ici. Mais j'ai aussi eu l'occasion de rattraper pas mal de films chez moi, donc ouais, ça fait un mois assez chargé, et je crois qu'en tout, il y a 12 films desquels on va parler dans cette vidéo, donc c'est parti. Je pense que ça va durer un sacré moment, donc prenez-vous un thé, prenez-vous n'importe quoi, un gros goûter, et restez avec moi pour la suite. Sachez que, comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo en entier, puisque dans la barre d'infos, il y a les timecodes pour passer directement aux films dont je vais parler, et comme ça, vous pourrez regarder uniquement les films qui vous intéressent. Le premier coup de cœur dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo, c'est un film que j'attendais énormément et je ne suis absolument pas déçue dans mes attentes. Il s'agit de The Lighthouse de Robert Eggers. Avec dans les rôles principaux Willem Dafoe, Robert Pattinson et c'est tout, à l'exception du rôle de la sirène que l'on voit peut-être 5 minutes en tout dans le film. Dans ce film, on suit deux gardiens de phare qui doivent apprendre à cohabiter sur une île perdue qui leur est hostile. Petit à petit, ils sombrent dans la folie à cause de la solitude, de l'angoisse et de mystérieux phénomènes paranormaux qui semblent hanter l'île. Si vous vous rappelez bien, j'avais déjà adoré The Witch, le premier film de Robert Eggers qui était sorti en 2016, me semble-t-il, qui est un film qui a eu, hélas, des critiques relativement mitigées. Je n'ai jamais compris pourquoi ce film s'est fait autant détester. Et là, à l'inverse, pour The Lighthouse, dans tous les festivals où il est passé, les gens étaient totalement enthousiastes, critiques dithyrambiques, critiques auxquelles je me dois de faire part parce que c'est un film que je trouve absolument parfait. Je trouve qu'on a une chance folle d'avoir la chance de vivre à une époque où il y a des créateurs pareils qui arrivent à créer de tels films, parce que The Lighthouse est un chef-d'œuvre. On retrouve énormément de ce qui a fait la patte The Witch dans The Lighthouse. Déjà, il y a tout le soin apporté à l'atmosphère visuelle. The Lighthouse est un film tourné à la pellicule qui a été d'une rigueur. Il paraît que Robert Eggers a cassé les pieds à tout le monde sur le tournage, qu'il a été vraiment rigoureux au point d'en être chiant, mais ça se voit parce que ce film est sublime. L'utilisation de la pellicule pour un film comme ça est vraiment très pertinente, déjà parce que c'est un film en noir et blanc. Or, n'importe quel réalisateur ou n'importe quel photographe vous dira que pour travailler le noir et blanc, rien ne vaut la bonne vieille péloche. Alors j'entends déjà les pros du numérique s'enflammer. On peut faire de très belles choses en noir et blanc numérique, il n'y a absolument pas de souci, mais pour le travail des contrastes, pour le travail des fondus, pour travailler vraiment des nuances de gris, l'argentique, c'est beaucoup mieux. En plus de ça, The Lighthouse, c'est un film qui est très référencé, très codé, notamment au niveau du cinéma expressionniste allemand. Donc le fait d'utiliser un format pellicule qui renvoie à l'utilisation première qui en était faite dans ces films-là. C'est un film qui respire l'amour du cinéma, qui respire l'amour de certaines références. Et c'est un film qui est du coup un régal pour les cinéphiles parce que vous allez avoir énormément d'influences à décoder. Il est d'ailleurs beaucoup plus référencé que l'était The Witch. C'est peut-être aussi dans ce sens-là qu'il a plu, parce que peut-être comme il est très référencé, je pense que beaucoup de gens ont pu y retrouver des influences qui leur étaient propres, tandis que The Witch est beaucoup plus peut-être un cinéma de niche. Par rapport à The Witch, on retrouve aussi l'utilisation d'un mythe féminin, d'une femme qui est à la fois dérangeante, obscure, forte, indépendante. Donc dans The Witch, c'était la figure de la sorcière, ici ça va être la figure de la sirène. Les sirènes dans le film, il y en a très peu. Chaque apparition est glaçante. C'est vraiment une réussite parce que pour moi, ça a tout pris, à la fois des petites sirènes version du coup européenne et des petites sirènes des mythes antiques. Et pour moi, ça a réussi à faire un syncrétisme des deux et ça a réussi à prendre le côté glaçant, séduisant, mortifère de toutes ces créatures et à toutes les assembler en une. Vraiment, elles sont ultra réussies, notamment elles ont un cri ultra glaçant quand elles arrivent à l'écran. Franchement, je vous mets au défi de ne pas avoir des frissons quand ce cri apparaît, c'est horrible. En parlant de frissons et d'angoisse, c'est bien sûr aussi une des grandes réussites de The Lighthouse. Ce n'est pas à proprement parler un film d'horreur, même s'il y a beaucoup de codes du fantastique et de l'horreur qui sont utilisés dedans, mais c'est un film qui est terriblement angoissant, qui est hyper tendu, qui est hyper viscéral. Et The Witch travaillait déjà énormément les sons avec ses chœurs de femmes, ses cris dans la forêt qui étaient absolument terrifiants.
Ici, on a à nouveau l'utilisation des cris, des sons, et notamment, en plus des cris de sirène dont je vous ai parlé avant, une corne de brume qui en fait ne s'arrête jamais parce qu'elle est liée au fonctionnement du phare. Donc elle vient comme ça régulièrement en fond sonore. Et cette corne de brume est une horreur absolue, je vous jure, n'importe qui entendrait ça, n'importe qui virerait fou en fait. Franchement, en termes de tension et d'angoisse, j'ai rarement vu ça au cinéma. Peut-être que le dernier film qui m'a autant tendu, angoissé, c'était aussi cette année avec Le Chant du Loup, qui étrangement utilise aussi ces mêmes sons liés à la corne de brume, aux univers marins, à tout un univers qui fait peur aussi, parce que cette espèce de grande étendue qu'est la mer, cette espèce d'inconnu. Et enfin, ce qui est le point d'orgue absolu de la tension et de l'angoisse qu'on peut ressentir dans ce film, c'est l'interprétation absolument époustouflante, magistrale. Franchement, vous pouvez mettre absolument tous les termes laudatifs que vous voulez derrière ça, de Willem Dafoe et Robert Pattinson. S'il y a encore des gens, après ce film, qui osent dire que Robert Pattinson n'est pas un bon acteur, franchement, donnez-moi leur adresse, je vais leur botter le cul moi-même, parce que ce mec, il faut arrêter de le réduire à des rôles de minet. Il a fait un choix de carrière qui n'était pas forcément le plus judicieux, mais en même temps, il l'interprétait bien, le personnage dans Twilight. Le problème, c'était pas son interprétation, le problème, c'était l'écriture même du personnage. Or, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à différencier écriture de personnage ratée et interprétation ratée. Et là, le duo qui forme, qui est à la fois hyper soudé, parce qu'ils ne peuvent compter que l'un sur l'autre pour survivre sur cette île hostile paumée au milieu de l'océan, et en même temps qui est ultra tendu parce qu'ils se détestent et la folie ne fait qu'augmenter au fur et à mesure du film, le duo qu'ils forment est absolument génial. Alors je sais que ça fait 40 000 heures que je parle déjà de ce film, donc je vais peut-être m'arrêter là, tout simplement parce que ce film est tellement riche, tellement profond, tellement intense, tellement intéressant, tellement référencé, parce que je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi des tonnes et des tonnes de messages, genre il y a plein de références à la mythologie grecque et romaine, il y a tout un sous-entendu sur l'homosexualité, sur le fait de cacher des choses, sur les non-dits, il y a plein de références à tout ce qui est de l'ordre du traitement des pathologies mentales. Il y a énormément de trucs, et je pense que ce film mérite que je fasse un vlog sur lui seul. J'ai déjà écrit un article dessus, si ça vous intéresse, que je mettrai en barre d'infos, dans lequel je détaille un petit peu plus les choses, même si là j'ai déjà énormément parlé pour un film sur lequel j'avais dit que je m'étalais pas. Donc voilà, The Lighthouse, il va sortir en décembre prochain, le 18 décembre si je ne me trompe pas, et franchement, foncez le voir, The Lighthouse, chef-d'œuvre. Un deuxième coup de cœur que j'ai eu, et je ne remercierai jamais assez le Fifi Gros et l'American Cosmograph de Toulouse d'avoir pris le pari de diffuser ce film, parce qu'en fait il est sorti en mai dernier et il n'a été diffusé que dans 15 salles en France, donc merci à eux de l'avoir diffusé pendant le festival et de nous avoir donné l'opportunité de le voir en présence en plus du réalisateur. Il s'agit du film Tous les dieux du ciel, réalisé par Quarks, avec dans les rôles principaux Jean-Luc Couchard, Mélanie Guedos et Thierry Frémont. Dans ce film, on y suit Simon, trentenaire, qui vit seul avec sa sœur lourdement handicapée dans une ferme qui tombe en ruine. Il s'occupe de sa sœur et le problème, c'est qu'elle est handicapée par sa faute. Et il souhaite à tout prix se racheter en pensant que les fameux dieux du ciel du titre vont l'aider à sauver sa sœur. Je suis ce projet, je vous jure, depuis littéralement des années. Tout simplement parce que je l'ai connu par le biais de Mélanie Guedos, qui est une modèle photo que je suis depuis très longtemps, qui est en fait atteinte d'une maladie et qui milite pour la représentation de corps hors normes dans la mode ou dans l'art de manière générale. Et elle avait énormément teasé, parlé de son tournage, parlé de son rapport voilà, au film. Et en fait, à la base, je suis allée voir le film pour elle, et aussi parce que bah, voilà, l'univers, l'ambiance avait l'air de m'intéresser. Je regrette pas une seule seconde. La définition d'une pépite cinématographique, ce serait ce genre de film. Pour moi, une pépite cinématographique, c'est pas forcément un film qui est parfait, c'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait. C'est un film qui, hélas, a été trop peu diffusé, trop peu montré et pas traité à sa juste valeur. Je trouve que Tous les dieux du ciel, c'est un film qui mérite qu'on en parle, quoi. Parce que, en plus, c'est un film français. Un film français qui a une gueule pareille, qui aborde des sujets pareils, qui est aussi bien fait, qui est aussi soigné, qui en plus est un film de genre, parce que je vais vous en parler après, mais il y a énormément d'influences de cinéma fantastique, du cinéma d'horreur à l'intérieur, et qu'on n'en parle pas, putain, moi ça me rend folle. Franchement, ça me rend folle de rage. Donc s'il vous plaît, le film va sortir en janvier prochain dans une magnifique édition
Blu-ray, DVD, il y aura des éditions collector, des steelbooks, des trucs comme ça. S'il vous plaît, ruez-vous dessus, faites en sorte que ce film ait une deuxième vie, ait une notoriété une fois sorti en DVD, parce que putain, ce film le mérite. Donc Tous les dieux du ciel, c'est un film qui est un peu ovni, parce qu'on a du mal à vraiment le catégoriser. Sur Allociné, ils l'ont mis dans horreur. Je trouve que ça ne lui correspond pas, parce que certes, il y a quelques codes du cinéma d'horreur, notamment du slasher, parce qu'il y a quelques scènes sanguinolentes qui sont utilisées dedans, mais c'est absolument pas un film d'horreur. Ce n'est pas non plus spécifiquement un drame, parce qu'on pourrait croire la trame narrative pure du script est dramatique, mais ça n'en est pas non plus. Donc voilà, c'est un film qui est un peu hybride, qui est à mi-chemin entre pas mal de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut le classer dans cette espèce d'étiquette très générale qui est cinéma de genre. Alors je sais que je vous bassine avec ça dans absolument tous les films que j'aime, mais en même temps, il y a un moment, j'y peux rien si j'aime un film, c'est aussi à cause de ce genre de choses. Visuellement, le film est époustouflant. Ce n'est pas étonnant parce qu'à la base, Quarks a une formation d'artiste plasticien et de peintre, et en fait, on sent qu'il compose vraiment son film comme il composerait un tableau. C'est bien simple, on pourrait faire des screenshots de certaines scènes et tout simplement les exposer telles quelles. C'est magnifique. Et c'est marrant parce que le film n'a pas été tourné avec un budget faramineux et pourtant à aucun moment, visuellement surtout, il ne respire le cheap. En termes de message qui est passé par le film, je vous avoue que j'avais un peu la trouille quand j'ai vu que Mélanie Guedos est utilisée dans le film uniquement sous son biais de malade et sous son biais de personne handicapée, et non pas comme personnage agissant, personnage pensant. Je trouve que c'est un biais qui est validiste. Et je pensais que tout le film allait rester comme ça, et ça m'aurait vraiment profondément déçue. Et en fait, tout le but du film est justement de prouver que considérer les personnes handicapées comme ça, c'est-à-dire comme des personnes qui, même lorsqu'elles ne peuvent pas s'exprimer ou qu'elles ne peuvent pas bouger, seraient un petit peu des sous-êtres humains, et ben le film dit que tout ça c'est une erreur. Tout le film est en fait la prise de revanche sur la vie du personnage de Estelle, donc du personnage de cette sœur handicapée. Et je trouve ça super intéressant parce qu'en fait j'ai l'impression que le film, en lui-même dans son message de fond, incarne le combat que Mélanie Guedos mène dans la vie quotidienne. D'ailleurs, c'est pas étonnant parce que Quarks, le réalisateur, nous a raconté que Mélanie avait déjà refusé énormément de scripts pour le cinéma auparavant, et qu'en fait ça faisait des années qu'elle voulait se lancer dans le cinéma, mais qu'elle attendait un peu la bonne occasion, la bonne opportunité. Et c'est ce film-là, le personnage d'Estelle, qui l'a profondément touchée, qui lui a donné envie de se lancer au cinéma. Et je me dis, c'est pas anodin qu'une personne premièrement concernée par ces combats-là et qui en plus est engagée dedans choisisse un film qui personnifie ce combat. Et j'espère que ça va donner l'impulsion à d'autres réalisateurs de lui faire confiance en tant qu'actrice, parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à prouver, elle a beaucoup de choses à dire, beaucoup de talent. Jean-Luc Couchard est aussi absolument excellent dans ce film. C'est bien de le voir incarner autre chose que des rôles comiques. Il prouve qu'il a vraiment une profondeur d'acteur et une profondeur d'incarnation, d'autant plus que c'est un rôle qui est pas facile. Il joue le rôle d'une personne qui est très solitaire, qui est dépressive, qui a des hallucinations, donc c'est vraiment pas un rôle facile, il le joue très très bien. Mais celle qui, je pense, m'a le plus étonnée, c'est la petite Zélie, qu'on avait vue aussi cette année dans L'incroyable histoire du facteur cheval. Je trouve qu'elle a une maturité de jeu d'acteur, parce qu'elle a à peine 9 ans, elle a une maturité de jeu d'acteur qui est absolument époustouflante, franchement. Pour moi, elle a à peu près autant de charisme et de prestance que Nathalie Portman quand on avait vu dans Léon. C'est une gamine, j'espère qu'elle va avoir une carrière à la hauteur de son talent parce qu'elle le mérite, elle est incroyable, elle crève l'écran. Comme pour The Lighthouse, j'ai écrit un article sur ce film, donc je vous le mettrai en barre d'infos, et j'hésite aussi à lui consacrer une vidéo à part entière parce que voilà, c'est un film qui mérite un peu plus de visibilité, un peu plus qu'on en parle. J'espère vraiment vous donner la curiosité de vous pencher sur ce film, parce que vraiment, il mérite une audience, il mérite de l'amour, il mérite de réussir, et Quarks mérite de faire d'autres réalisations, parce que ça donne vraiment, vraiment envie d'en voir plus. On passe désormais au film que j'ai vu au cinéma ce mois de septembre. En premier lieu, je suis allée voir Thalasso de Guillaume Niclou, avec dans les rôles principaux Gérard Depardieu et Michel Houellebecq. L'histoire, c'est relativement simple et compliqué à la fois à résumer. En gros, c'est Michel et Gérard qui se retrouvent ensemble par hasard à une thalasso à Cabourg. Ils essaient tant bien que mal de vivre dans le centre, même si clairement les buts diététiques et les soins, etc. les gonflent au plus haut point. Lorsque Michel est recontacté par des ravisseurs qu'il avait eu quelques années auparavant et qui le recontactent car la mère d'un des ravisseurs a disparu. Je sais, dit comme ça, c'est étrange,
Et c'est effectivement un film étrange, mais profondément jouissif. Ce qui est le plus marrant, évidemment, c'est de voir Gérard Depardieu et Michel Houellebecq incarner leur propre rôle au cinéma. Et évidemment, ce n'est pas un film documentaire, donc c'est pas non plus eux-mêmes, c'est plutôt un eux-mêmes déformé, un eux-mêmes tel que eux-mêmes se voient, ou tel que Olivier Niclou le voit, ou tel que la société les voit. C'est un peu des espèces de parodies d'eux-mêmes. Ainsi, on va avoir des scènes totalement surréalistes, où Gérard Depardieu est en train de manger tranquillement à sa table, et quelqu'un vient l'interrompre pour lui dire « Ah, je vous ai adoré dans le rôle de Obélix ». Et tout est comme ça, tout le film est extrêmement étrange. C'est assez marrant parce que je suis pas quelqu'un qui tient Houellebecq en très très haute estime. Bon, toutes ces frasques racistes, sexistes, je le trouve lourdingue en fait. Et ben ce film m'a donné de la sympathie pour lui et je crois que j'ai compris pourquoi les gens l'aimaient. Parce qu'en fait, je m'y attendais pas parce que Thalasso est un film qui est quand même sur un ton plutôt comique, avec des dialogues totalement absurdes, décalés, où on voit en plus, par exemple, Michel Houellebecq se mettre dans un truc de cryothérapie, donc crier parce que c'est froid. Et ben, dans un film pareil, Michel Houellebecq m'a touchée aux larmes lorsqu'il évoque son lien à la mort, aux esprits, à la mort de sa grand-mère, et que lui-même pleure dans le film, n'a pas peur de s'exposer comme ça face à la caméra. Moi, je vous avoue que ça m'a, touché aux larmes. Je crois que ce film arrive à capter un peu l'essence de ce que sont ces personnages, avant d'être des personnes, mais en tout cas, pourquoi les gens aiment ces personnages ou les détestent. Je crois que c'est un peu ça le génie du film, c'est vraiment d'arriver à toucher du doigt cette espèce d'aura qu'ils ont tous les deux, qui est une aura qui en plus est très antinomique. Et pourtant leurs deux auras cohabitent très très bien dans le film, et le film arrive très très bien à les mettre en relief. Alors il faut savoir que Thalasso c'est une suite, puisque le premier film qui était sorti c'était L'enlèvement de Michel Houellebecq, qui est sorti je crois il y a 5 ans, quelque chose comme ça, que je n'ai pas vu. Donc je vous avoue que quand j'ai vu cette histoire de braqueur qui avait kidnappé Michel Houellebecq, soi-disant parce que c'était un complot de François Hollande qui voulait pas que Michel Houellebecq se présente à la présidentielle, je vous jure que c'est dit absolument comme ça dans le film, c'est hilarant. Je vous avoue que je savais pas trop d'où ça sortait, c'est un petit peu déroutant pour les personnes qui n'ont pas vu le premier film. Mais sinon, en dehors de ça, tout se suit très bien, si jamais on accepte la logique totalement kafkaïenne, décalée, étrange que nous propose le film. Il y a des trucs comme ça, quand j'y repense avec le recul, je me dis mais putain, mais qu'est-ce qu'on a vu quoi. Genre le film fait venir au bout d'un moment un sosie de Sylvester Stallone qui vient dire à Michel Houellebecq des conseils sur sa vie, qui vient l'aider à trouver son chemin, etc. Donc t'as Sylvester Stallone qui est là en train de dire en plus des répliques de plein de ses films en anglais. Et en plus c'est totalement assumé que c'est un sosie relativement cheap. Je sais même pas comment vous décrire à quel point ce film ose tout, va jusqu'au bout de ce qu'il propose, il a un concept et il le suit, il a un ton et il le suit, il est cohérent de A à Z dans sa propre incohérence, dans sa propre folie interne. Franchement, Thalasso, je vous le conseille, c'est une expérience totalement étrange, ovni-esque, improbable, et si vous êtes fâché avec les personnages que sont Gérard Depardieu et Michel Houellebecq, je vous le conseille parce que ça risque de vous réconcilier avec. J'ai ensuite vu le film Roubaix, une lumière de Arnaud Desplechin, avec dans les rôles principaux Roche Dizem, Léa Seydoux et Sarah Forestier. À Roubaix, on suit la vie d'un commissariat qui enquête sur l'incendie suspect d'une maison. Dans le même quartier, quelques mois plus tard, une vieille femme va être assassinée. Autour de ça va aussi graviter l'histoire d'un nouveau lieutenant qui arrive dans ce commissariat, va aussi graviter du coup l'histoire de Sarah Forestier et de Léa Seydoux qui sont inquiétés par le commissariat, va y avoir des histoires de trafic de drogue. C'est un peu ça, déjà, le problème que j'ai avec ce film. C'est que c'est le bordel, ça essaie de raconter trop de trucs, ça s'étale à mort, et le souci c'est que ce que ça raconte à chaque fois, ça ne le raconte pas forcément bien. Roubaix, une lumière, il faut savoir que c'est un film qui est basé sur des histoires vraies et qui à la base est inspiré d'un documentaire qui était sorti. Je pense que c'est un peu le gros souci de ce film, c'est qu'il a repris de A à Z la trame du documentaire. Or, ce qui marche en documentaire ne fonctionne pas forcément au cinéma. À mon avis, ce qu'il a voulu rajouter de cinématographique, c'était effectivement la vie du lieutenant et du commissaire que l'on suivait un peu plus en profondeur. Et pour moi, ça en rajoute déjà trop par rapport à cette vie du commissariat. Le film s'appelle Roubaix, une lumière. À mon avis, il fallait se concentrer sur le personnage principal qui était la ville de Roubaix. Chose qui fonctionne plutôt bien au début d'ailleurs, hein. On a vraiment cette ville personnage qui est très présente, mais au fur et à mesure, ça se perd totalement, ça se délite. Très très vite, le film devient redondant et
surtout, hélas, le film a de gros soucis de rythme. Il est pourtant pas hyper long et je vous jure que j'ai plus senti le temps passer que sur Midsommar ou que sur Once Upon a Time, qui sont des films qui durent quasiment 3 heures. Non pas que ce que ça nous raconte est spécialement inintéressant, mais la manière dont ça le raconte, en fait, l'importance que ça donne à certains événements par rapport à d'autres est totalement étrange. Par exemple, les scènes d'interrogatoire, que ce soit dans le cadre de l'homicide de la vieille femme ou que ce soit dans le cadre de l'incendie de la maison, sont très longues, sont très chiantes. Là, ce que je vous parle, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres, mais il y a énormément de choses dans ce film qui ne vont pas. En termes d'écriture, en termes de rythme, en termes scénaristiques, c'est vraiment le gros bordel. Et si avec ça, ça irait, mais je trouve qu'il y a aussi une déperdition de qualité visuelle tout au long du film qui est assez gênante. Au début, je vous jure, l'introduction du film, c'est magnifique. On voit Roubaix la nuit avec des lumières très jaunes, on a des ambiances très contrastées. Et puis au fur et à mesure, déjà on perd le côté Roubaix une lumière, donc on perd cet aspect, ce rapport à la lumière, ce rapport à la nuit. On retourne dans des ambiances de jour qui sont très plates, qui sont très fades. Pour moi, c'est comme s'il y avait eu presque 2 chefs-op différents, un pour la première moitié du film et un pour la deuxième moitié, tellement il y a une rupture en termes de ton visuel, en termes de ton graphique. Et enfin, autre chose qui va pas du tout, c'est l'interprétation du lieutenant. En termes de jeu d'acteur, mon gars, qu'est-ce que tu es faux! C'est pas possible de jouer aussi mal, je suis terriblement désolée de dire ça, mais waouh, c'est vraiment, pour moi c'était du jeu d'acteur de théâtre et c'était pas du jeu d'acteur de cinéma. C'était tellement faux, tellement surexagéré, tellement incarné avec de la distance, tellement incarné, on avait l'impression que lui-même n'y croyait pas en fait lorsqu'il jouait ce personnage. Et ça fait d'autant plus tâche qu'à côté, Roche Dizem, Sarah Forestier et Léa Seydoux sont un trio absolument excellent. Voilà enfin un bon point pour le film. Waouh, ce trio qui porte le film. Surtout, je trouve que la personne qui se détache le plus des trois, c'est Sarah Forestier, qui passe par toutes les palettes émotionnelles, avec beaucoup de profondeur, de justesse, d'humanité. Donc voilà, ça fait d'autant plus bizarre d'avoir un acteur qui est vraiment mauvais au milieu de 3 autres qui sont vraiment excellents. À côté de ça, je dois quand même dire que le film a des qualités. À partir du moment où il se concentre sur l'histoire de Léa Seydoux et de Sarah Forestier, là, le film rentre en profondeur dans quelque chose. On a le temps qui bascule, d'un coup le film prend son temps, d'un coup on met en fait le focus sur un sujet principal du film. Je trouve que c'est vraiment à partir de là que le film démarre et qu'il a un intérêt qui en plus est un bon intérêt parce que ces scènes-là sont vraiment très réussies. C'est juste dommage parce que pour moi il y a au moins une demi-heure de film en trop au début, vraiment. Toute la première partie du film ne sert à rien. Donc ouais, Roubaix une lumière, je trouve que c'est très loin d'être une réussite. C'est un film qui est profondément déséquilibré, qui en fait a des moments d'éclat absolument merveilleux, noyés au milieu d'une fadeur incroyable et d'un classicisme qui font que le film, hélas, n'a pas grand intérêt. Et si jamais vous vous intéressez aux faits divers qui a vraiment nourri l'histoire de ce film, je vous conseille de regarder des documentaires dessus plutôt que ce film, parce que, hélas, en tant que cinématographiquement parlant, il est très pauvre. Ensuite, j'ai vu le film Knives and Skin de Jennifer Reeder, avec dans les rôles principaux Marika Engelhardt, Raven Whitley et Tim Hopper. À la suite d'un rendez-vous amoureux, Caroline Harper disparaît. Sa mère, prof de chorale du lycée, est dévastée par l'indifférence totale que la disparition suscite. Une solidarité nouvelle va naître entre elle et 3 de ses élèves, qui sont les seuls à s'inquiéter de Caroline. Ce film, je vais essayer de relativement peu en parler, enfin on a vu ce que ça donnait avec The Lighthouse et Tous les dieux du ciel, hein, donc je vais essayer d'être courte, tout simplement parce que j'ai une collègue de l'écran, donc Listener, qui a écrit un très bon article dessus que je vous mets évidemment en barre d'infos. J'espère en tout cas que ce soit moi ou que ce soit elle qu'on vous donne envie de le voir parce qu'il va sortir en novembre prochain et c'est vraiment un film que je trouve très intéressant. C'est un film qui est très référencé années 80, Carpenter, film d'horreur, avec vous savez carrément les plages de synthé, la typo hyper kitsch, limite avec du sang qui dégouline. Et pourtant c'est un film qui se passe à l'époque contemporaine avec des problématiques contemporaines, notamment c'est un film féministe. Oui, n'ayons pas peur de ce gros mot. La réalisatrice elle-même parle de, alors je me rappelle plus exactement la formulation, mais de solidarité féminine comme solution au problème. En plus de ça, moi c'est mon petit plaisir à l'écran, mais le film crée des personnages de nana, qui sont des personnages de nana, vous savez, comme quand t'as 13 ans et que tu te dis, moi je vais être comme ça plus tard, et ben c'est exactement ça, c'est des filles qui se fringuent de manière totalement
original, donc mi-punk, mi-gothique, mi-babos, mais à l'extrême, tu vois. C'est toutes des meufs qui sont des personnages, qui sont un peu des archétypes. Tu peux déjà voir qui va être la meuf intello, la meuf timide, la meuf qui va être en colère, la rebelle. Et je trouve ça super plaisant parce qu'en fait, c'est des archétypes un peu teenage qui te font retomber, qui toi-même te font retomber dans ce que tu ressentais à ces périodes-là. En plus de ça, moi je sais que c'est le genre de film qui m'inspire parce qu'en sortant de là, c'est peut-être très con comme réaction, mais moi j'ai envie d'en faire des fanarts, j'ai envie d'en dessiner, j'ai envie de m'inspirer de ces personnages pour créer des choses parce que c'est des... Voilà, je trouve que c'est des personnages qui donnent envie d'être aimés. Il y a aussi des parties comédie musicale à l'intérieur qui, je dois bien l'avouer, sont pas les parties que j'ai trouvées le plus réussies, notamment parce que les chansons sont très plates. J'ai l'impression que ça s'est contenté du minimum en termes de composition. Et pour un film où les chansons sont primordiales, c'est dommage qu'ils aient pas donné un petit peu plus d'effort à ça. Mais c'est vraiment pour chipoter parce que le mélange de tous ces univers fonctionne hyper bien. J'ai oublié de vous le dire, mais c'est aussi un film en termes de représentation, donc avec des personnages racisés d'un petit peu toutes les origines. Il y a par exemple une personne voilée. Et c'est un film LGBT aussi, donc avec de l'homosexualité. Wow, c'est trop bien! Non, vraiment, je pense qu'en plus, si j'avais vu ce film ado, ça serait devenu un petit peu mon fantasme absolu de la vie parfaite que je veux mener en tant qu'ado. Moi, ça incarne une sorte d'idéal de cinéma que j'ai envie de voir plus souvent. Et voilà, Knives and Skin, franchement, une très très belle découverte, un très bon film, et j'espère vraiment que l'article de Listener et mon petit avis vous donneront envie de vous pencher dessus. Continuons dans les projets cinématographiques totalement improbables avec le film Braquet-Poitiers de Claude Schmitt, avec dans les rôles principaux Francis Soetsen, Hélène Bressian et Wilfried Hameuil. Thomas et François braquent Wilfried, proprio d'un car-wash. Contre toute attente, il se montre ravi de cette opportunité qui le distrait dans sa vie solitaire. Alors, si jamais le synopsis est si court, c'est parce qu'en fait, Braquet-Poitiers, il repose avant tout sur une idée, un concept. À savoir, c'est un film qui a été tourné sans script, sans scénario, sans dialogue et sans création de personnages. Je vous jure que c'est vrai. En fait, Claude Schmitt avait rencontré Wilfried Hameuil, qui est donc l'un des personnages incarnés dans le film, dans un de ses précédents tournages sur Poitiers. Et Wilfried, en déconnant, il lui a dit « Ben tiens, j'ai une ferme un peu paumée autour de Poitiers. Si tu veux, on pourrait tourner quelque chose là-bas. » Et ben le réalisateur l'a pris au mot, il est allé s'installer là-bas avec son équipe, et ils ont laissé la caméra tourner en attendant de voir ce que ça pouvait bien donner. Et voilà, tout est improvisé, chaque dialogue, chaque situation. Et le pire, c'est que ça donne un film qui est hyper cohérent, hyper sympa à regarder, et vraiment hyper atypique. Ça fait encore partie des films dont j'ai écrit un article, donc je vous le mettrai aussi bien évidemment en barre d'infos. Mais Braquet-Poitiers, je trouve que c'est un film qui est hyper réussi parce qu'avec ce concept bizarre, il arrive à créer un film qui est hyper drôle. Parce que le personnage de Wilfried Hameuil, qui est un espèce de poète déchiré, complètement atypique et perdu dans la vie moderne, est hyper touchant et à la fois hyper drôle parce qu'il y a des fois il est complètement en décalage. Et à côté de ça, on a les personnages des braqueurs qui sont des méga bracassés, qui sont hyper maladroits, qui sont aussi hyper touchants à leur manière, mais qui, voilà, c'est vraiment, on a l'impression je sais pas, de voir les pieds nickelés qui essayent d'un coup de s'improviser braqueur. C'est hyper drôle parce qu'en regardant ce film, on a l'impression de voir une bande de potes qui s'est filmée spontanément. On a l'impression vraiment de rentrer dans l'intimité de personnes comme ça et de suivre leurs aventures, un peu comme un film de vacances, vous savez, comme si on regardait les diapositives que quelqu'un aurait diffusées à la sortie de ses vacances. Ça donne exactement ce feeling-là. C'est un film qui est très solaire, qui est très lumineux. Il est tourné à la pellicule et dans un format 4/3, et du coup ça lui donne un petit feeling rétro qui est pas passéiste mais qui est plus oui, nostalgique d'une époque. Le film se compose de deux parties. Donc dans la première partie, on suit ce que je vous ai dit, donc cette espèce d'équipe de braqueurs qui va vivre chez Wilfried Hameuil et qui en fait finalement finit par le materner et par le coucouner et s'occuper de lui plutôt que de le braquer, et que lui il est très content d'avoir des gens qui s'occupent de lui. Et en fait la deuxième partie du film n'est plus dans cette diégèse là, c'est-à-dire que ça prend un aspect plus documentaire. Claude Schmitt revient sur l'endroit du tournage un an après et filme cette fois-ci vraiment Wilfried Hameuil en tant que Wilfried Hameuil, qui va dire ce qu'il a pensé du tournage, qui va dire la solitude que ça lui a laissé une fois que l'équipe est partie. Les comédiens vont aussi revenir sur ce que ça a été de jouer comme ça au long cours, sans texte, avec que de l'improvisation. Et cette deuxième partie qui est beaucoup plus sérieuse, finalement, elle est très touchante.
parce que le personnage de Wilfried est hyper émouvant. Il regrettait que l'équipe technique soit partie, qu'il soit resté tout seul après, qu'il est retourné à sa vie pépère, etc. Bah, c'est super triste et c'est super... Moi, je pensais pas, mais Braquet Poitiers m'a vraiment émue jusqu'aux larmes. Alors qu'avec un pitch pareil, c'est quand même un film qui est classé comme une comédie. Je trouve que c'est une belle réussite d'avoir réussi à créer un film qui soit aussi humain, tellement humain qu'il en devient hyper touchant. Je trouve qu'enfin, une des grandes réussites aussi de Braquet Poitiers, c'est le fait de vraiment filmer ces personnages sans jamais s'en moquer. Parce que Wilfried Ameuil, donc ce personnage de poète, rêveur, décalé, on pourrait se foutre de sa gueule. Le personnage des deux braqueurs qui ont un accent belge très marqué, y en a un qui est gros, et ben pas du tout. Le film prend le parti de l'humanité, prend le parti de vraiment nous mettre en empathie avec ces personnages-là, et fait qu'à aucun moment on a envie de rire d'eux, on a envie de rire avec eux. Donc par exemple quand ils font une soirée au coin du feu et qu'il y en a un qui se met spontanément à chanter du Brel, et qu'il est hyper exagéré, hyper emphatique, et que tout le monde rit, on rit parce que cet instant est touchant et de voir ce mec surexagéré en train de chanter Brel. On rit pas parce que d'un coup il se mettrait à chanter Brel de mauvaise manière. Vous voyez ce que je veux dire? Cette nuance est hyper importante et ça fait pour moi toute la force du film parce que c'est un film qui est empathique, qui est humaniste, qui est humain, qui est touchant, qui est sincère. C'est encore une fois un ovni cinématographique, ça en fait beaucoup dans cette vidéo, mais voilà, j'ai vu des films très atypiques. Mais c'est un film que je trouve vraiment très intéressant dans son concept, dans son résultat, et qui prouve qu'avec peu de moyens, de bonnes idées et des personnes qui s'impliquent vraiment dans un projet, on peut faire des choses vraiment très intéressantes et pertinentes. Je vais ensuite vous parler de Bacurau. Alors je suis absolument désolée déjà pour ma prononciation parce que je n'ai aucune notion de portugais. Réalisé par Kleber Mendonça Filho et Juliano dos Celes, avec dans les rôles principaux Sonia Braga, Udo Kier et Barbara Collen. Dans un futur plus ou moins proche, le village de Bacurau, au Brésil, à court d'eau et cerné par des taxes de plus en plus lourdes. Un jour, les habitants remarquent que le village a disparu de toutes les cartes officielles, du GPS, des trackers. L'angoisse commence petit à petit à monter et c'est sans compter l'étrange présence d'un drone qui inquiète de plus en plus les villageois. Déjà, rien que pour l'existence d'un film brésilien qui s'essaye au cinéma de genre et qui arrive à être exporté en France, je trouve que c'est déjà quelque chose à encourager. Si jamais le résultat avait été mauvais, j'aurais quand même été contente d'avoir pu voir ce film. Mais c'est pas le cas, parce que Bacurau est un film qui est hyper intéressant, il prend toujours à rebrousse-poil. T'as l'impression au début du film que tu vas te trouver dans un truc un peu post-apo, avec une histoire centrée sur des villageois qui survivent. Au bout d'un moment, le film t'emmène dans une direction, t'as l'impression que ça va être un truc d'extraterrestre, un film fantastique. Ensuite, le film repart dans une autre direction, donc il t'emmène plus dans un film d'horreur, dans un slasher, dans quelque chose de beaucoup plus brutal et viscéral. Et ça repart à nouveau, puisque le film après devient un espèce de western, un film de track, quelque chose de très tendu. Donc c'est un film qui est complètement atypique comme ça dans ses influences et dans cette espèce de patchwork qu'il fait, mais tout ce qu'il fait, il le réussit très bien. C'est ça qui est très étonnant et c'est plutôt plaisant finalement d'être dans une salle de cinéma et de jamais savoir à quoi t'attendre et de te dire que le film il va te surprendre en permanence. Parce que je vous avoue que sur la première demi-heure du film, honnêtement, je me suis ennuyée. J'ai emmené mon copain du coup avec moi voir ce film et je me suis dit putain, il va m'en vouloir parce que qu'est-ce que je suis allée lui emmener voir. Franchement, les premières demi-heures, elle est pas du tout engageante. Et en fait, quand le film commence à prendre son premier tournant, t'as un espèce d'électrochoc qui se fait et ouais, le film devient vraiment hyper plaisant parce que tu vas de surprise en surprise. Alors j'avoue que voilà, si j'avais un défaut à dire, cette première demi-heure en plus durant laquelle on s'axe sur un personnage féminin qui après devient vraiment très très secondaire à l'intrigue, pour moi elle est en trop. Pour moi, il y avait énormément de choses qu'on pouvait dire et qu'on pouvait résumer sans que cette demi-heure-là soit présente. D'autant plus que le film est très long, je crois qu'il dure 2h40 ou 2h30, un truc comme ça. C'est le gros reproche que j'ai à lui faire parce que, hélas, il y a des moments où on s'ennuie parce que le rythme est un petit peu trop lent. Mais en dehors de ça, c'est un film qui est complètement improbable. Je peux difficilement vous en parler sans trop spoiler et ce serait dommage tant ce film repose sur les surprises qu'il propose. Mais disons juste que je pense que ce film règle beaucoup de choses par rapport à la situation politique actuelle du Brésil et que les deux réalisateurs se vengent un petit peu par le biais de ce film et que ça fait du bien à voir parce qu'en fait on suit vraiment la révolte et la prise en main de destinées de villageois
que tout le monde a laissé pour compte. C'est un film assez révolutionnaire en fait, hein, dans le fond. Je dirais d'ailleurs que le personnage principal du film, c'est pas un personnage, c'est vraiment le groupe, c'est les villageois tous ensemble. Visuellement, c'est un film qui a pas mal d'effets très cheap, notamment en termes d'effets spéciaux, quand il y en a, c'est vraiment raté, mais qui compense par une composition de plans très large, très western, énormément de plans aussi de paysages, de choses comme ça. Il compense son manque de technique et sa cheaperie en termes de budget par une très très belle composition en termes de plans, en termes de cadre et une rigueur technique qui est plutôt intéressante. Donc ouais, Bakuro, c'est un film qui m'a totalement surprise, qui m'a pris constamment à revers et que je vous conseille si jamais vous aimez donc tout ce qui est ambiance film d'horreur, ambiance post-apo, si vous aimez les films politiques ou bien si vous aimez les westerns, ça peut correspondre aux 4 types de personnes. Et pour moi qui me situe un peu au carrefour des 4, ben ouais, j'ai passé un très très bon moment, très inattendu et très surprenant devant Bakuro. Enfin, le dernier film totalement improbable que j'ai vu, oui, encore un, il s'agit de L'éloge du rien, réalisé par Boris Mitic, avec en tant que narrateur Iggy Pop. Ce film, c'est un projet assez fou, puisque l'idée était de réaliser un film sur le rien, en demandant à des réalisateurs d'énormément de pays, sur 6 ans, de filmer ce qu'était pour eux le rien. Et ensuite, Boris Mitic a écrit par-dessus un texte, une narration, où le rien est incarné, donc c'est le rien qui parle, et c'est donc un texte lu par Iggy Pop. Iggy Pop qui fait de plus en plus dans les projets totalement what the fuck, puisque l'année dernière ou il y a 2 ans, il avait déjà lu des poèmes de Michel Houellebecq en anglais, dans un espèce de truc mi-documentaire, mi-fiction, avec Michel Houellebecq qui faisait lui-même une apparition à l'intérieur. Donc Iggy Pop qui fait de plus en plus dans le barré, et ça lui va très bien, et il est très très bon narrateur, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc le projet était effectivement de filmer le rien. Et ce qui est très étrange, c'est que pour un film qui dit ne rien filmer, ben, je trouve qu'il dit beaucoup de choses. C'est déjà un film visuellement qui est sublime. Maintenant, mon principal souci que j'ai avec ce film, c'est sur son concept même, parce qu'en fait, il prétend filmer le rien. Finalement, c'est un peu pour moi une sorte de 4 minutes 33 cinématographique. Donc 4 minutes 33, c'était un morceau de John Cage composé de silence. Et son but était de prouver que le silence n'existait pas, puisque pendant ces 4 minutes 33, où sur scène les musiciens ne jouaient pas, eh bien le public remuait, on pouvait entendre quelqu'un peut-être tousser, on pouvait entendre les frottements des vêtements, ce genre de choses. Donc il voulait prouver que le silence n'existait pas. Or là, le but de Boris Mitic est de filmer le rien, de filmer le vide, et en même temps, je trouve que son film prouve constamment que le rien n'existe pas, puisque même en filmant quelque chose considéré comme inintéressant, ça va toujours être intéressant, ça va toujours être beau, il va toujours se passer des choses. Donc je peux pas m'empêcher de considérer ce film comme une sorte d'échec, finalement, dans son concept, puisque il tend à démontrer l'inverse de ce qu'il voulait démontrer. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est un projet qui est fou, c'est un projet qui mérite d'être soutenu, c'est un projet qui est intéressant, et c'est un projet qui est très très beau. Donc si jamais par exemple vous êtes à court d'inspiration pour créer des belles images, chercher des cadres intéressants, ce genre de trucs, ou juste du dépaysement, parce que comme c'est un film qui a été tourné avec plein de réalisateurs dans le monde entier, il y a vraiment cet aspect dépaysant, exotique, voyage qui est présent, je vous le conseille. Ça dure relativement peu de temps, ça dure 1h15 ou 1h40, un truc comme ça. Et voilà, c'est un film c'est intéressant, le concept est barré, voilà, pourquoi pas. On passe enfin aux 3 films que j'ai eu l'occasion de rattraper dans ce mois de septembre. En premier lieu, j'ai pu voir Traîner sur le bitume de S. Craig Zeller avec Mel Gibson, Jennifer Carpenter et Vince Vaughn dans les rôles principaux. 2 policiers sont suspendus de leurs fonctions après usage abusif de leur autorité. À court d'argent, ils se dirigent vers ce qui semble être leur seule solution, devenir des flics véreux et prendre part à des braquages. Ce film est sorti en VOD à la base en juillet, il n'a pas eu de sortie en salle, et il a fait énormément parler de lui par le bouche à oreille parce que beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi il n'avait pas eu une sortie salle en France. Ils ont trouvé ça injuste, ils ont trouvé que c'était un film de super qualité. Hélas, je suis pas extrêmement de cet avis, dans le sens où je suis d'accord qu'il aurait mérité une sortie en salle parce que c'est un film qui est assez qualitatif pour être en salle, mais je suis loin d'être aussi enthousiaste que que la fanbase qui s'est créée autour de ce film. Déjà parce que je trouve que c'est un film qui est si référencé, si daté, si tellement ancré dans une nostalgie d'une période qu'en fait il en devient réac.
Et il en devient réac aussi dans ses propos, parce que il y a énormément de choses très limites qui sont tenues par des personnages tout au long du film, sur le fait que c'était mieux avant, qu'aujourd'hui on peut plus rien dire, c'est vraiment littéralement ce qui est dit, hein, je n'exagère pas, que avant on pouvait tabasser des gens et quand même on était considéré comme un bon flic, etc. Et le problème c'est qu'il n'y a rien qui vient contredire ces propos, au contraire on a l'impression que le film est constamment en accord avec ces propos qui sont quand même très problématiques tenus par des personnages. Et ce qui me fait dire ça, c'est que du coup, on est en empathie avec ces flics qui deviennent ripoux et qui tiennent ces propos-là. Et au contraire, les personnes qui sont montrées en train de dire des propos progressistes sont montrées comme des personnes, on va dire, dangereuses, pas dignes de confiance, qui ne sont pas intéressantes. Et en tout cas, on ne va pas nous créer d'empathie et de lien avec elles, alors qu'on va créer de l'empathie et de lien avec les personnes qui tiennent des propos problématiques. De la même manière, au bout d'un moment dans le film, il y a une femme avec qui on explore énormément de liens, c'est la femme du flic principal que l'on suit. Et en plus, on a énormément de sympathie et d'empathie parce qu'elle est montrée comme malade, donc avec un regard en plus qui est un peu misérabiliste. Donc on nous crée de l'empathie forcée avec cette femme. Et elle dit, texto dans le film, elle dit ah oui, mais moi, avant d'habiter dans ce quartier craignos, j'étais pas raciste, mais maintenant que ma fille se fait agresser par des noirs, eh ben je suis devenue raciste, mais bon, c'est normal de devenir raciste dans ces conditions-là. Et en fait, le film ne vient jamais contredire ça, le film ne vient jamais dire que ce n'est pas normal d'être raciste, malgré ce que tu as pu subir, que en fait, c'est pas parce que t'es tombé sur 3 connards qui sont effectivement noirs que ça peut définir le fait de devenir raciste. Et je trouve ça hallucinant en fait, et je trouve ça grave de tenir ce genre de propos. À côté de ça, je peux tout à fait comprendre par contre qu'il y ait des gens qui l'aient pris dans le sens inverse, à savoir un film qui est si exagérément passéiste qu'il en fait critique justement les personnes qui sont passéistes. D'autant plus quand on voit le destin final des 2 flics que l'on suit, qui est un destin négatif. Je vous dis pas ce qui leur arrive, mais juste c'est un destin négatif. On se dit que c'est presque peut-être le karma du film qui a frappé pour dire que finalement ces gros cons-là, ils appartiennent au passé. Quoi qu'il en soit, quand on a un propos politique aussi marqué dans le film, parce que le film là, c'est pas moi qui fais de la surinterprétation, le film a vraiment un aspect politique. Pour moi, c'est dommage de pas avoir quelque chose de plus marqué dans un sens ou dans l'autre, parce que là le film est ambigu et avoir de l'ambiguïté sur ce genre de propos là c'est dommage, et du coup ça fait peut-être passer le film pour un film réac alors qu'il ne l'est pas, ou au contraire ça le fait peut-être passer pour un film plus progressiste qu'il n'en a l'air. C'est un peu dommage à ce niveau là, le message et le propos c'est pas le fort du film. En plus de ça, j'ai des sérieux soucis narratifs et en termes de rythme avec le film, puisque il dure longtemps, il dure 2h40 je crois, et on les sent passer, c'est long. Et il y a énormément de choses qui sont en trop. Par exemple, le fait de s'intéresser à la vie personnelle du flic principal, donc avec sa femme qui est malade. Si le but c'était juste de motiver le personnage principal à trouver quelque chose à faire de sa vie parce que il devait s'occuper de sa femme malade et donc il était en urgence, on pouvait juste le dire au détour d'une phrase, on n'était pas obligé de créer toutes ces scènes, de créer tout ça, tout cet environnement, parce qu'en fait c'est très très long, c'est des scènes qui durent genre une vingtaine de minutes au moins qu'on passe avec eux. Il y a aussi toute une scène où on suit une femme qui est enceinte, qui ne veut surtout pas aller travailler parce qu'elle a énormément d'angoisse de laisser son bébé seul. Ça dure pareil, genre au moins 15 minutes où on la suit, elle a peur, elle reste à la porte, elle lui fait des bisous, il y a son mari qui lui dit « allez, va bosser ». Puis en fait on la suit pour rien, parce qu'une fois qu'elle arrive à son travail, eh ben, on la perd de vue. Et c'est dommage parce qu'à côté de ça, il y a une scène qui est vraiment absolument magistrale dans le film. C'est le seul moment où j'ai l'impression que le film a décidé un petit peu de prendre son temps, de calmer son rythme et de ne pas se disperser dans des milliards de trucs. C'est la scène de stand-off au milieu d'un parking où il y a du coup 3 adversaires qui se font face, un planqué sur une échelle, un dans un camion et un planqué derrière une bagnole. Et cette scène est hyper tendue, hyper angoissante. Le seul moment aussi où j'ai senti vraiment une rupture de rythme, un moment où le film décidait de poser son point d'orgue. Le souci que j'ai aussi avec le rythme de ce film, c'est que tout est filmé de la même manière, sur le même rythme, avec la même constance, et du coup ça dilue l'intérêt de toutes les scènes. On n'a pas l'impression qu'il y ait un sujet principal, un sujet secondaire. C'est pour ça que cette scène, elle ressort d'autant plus, parce que là, j'avais l'impression que le film avait enfin une cohérence, enfin un but, enfin un truc sur lequel il voulait vraiment se concentrer. Par contre, s'il y a bien un truc
truc que je dois lui reconnaître, c'est que visuellement il est très très beau le film. Beaucoup de références donc à des thrillers des années 80-90, voire même 70, hein, on peut remonter un peu plus loin. Pour le coup, c'est pas parce que c'est référencé que c'est pas original, c'est quand même un film qui a sa propre patte, qui a son propre style, et vous voyez même là ça doit faire 3 semaines, un mois à peu près que je l'ai vu, et encore aujourd'hui quand j'en parle, j'ai des images et des flashbacks qui me viennent, donc c'est quand même un film qui visuellement est impactant et marquant. Je sais pas trop quoi vous dire de plus sur Traîner sur le bitume, parce que c'est un film qui m'a pas énormément convaincue, notamment sur le fait que, voilà, c'est un film qui est tellement référencé, tellement daté, que j'avais l'impression d'avoir déjà tout vu, si ce n'est sur le plan visuel, que j'ai vraiment trouvé magnifique. Sur le reste, franchement, ça m'a pas passionné, ça m'a même fait cringer à certains moments. Je pense que c'est un film qui peut plaire vraiment aux amateurs du genre, si jamais vous êtes un peu nostalgique de cette période-là, mais pour les gens qui, comme moi, sont pas hyper fans du genre et qui juste attendaient un truc un peu original, passez votre chemin parce que voilà, c'est pas le genre de film qui révolutionne du tout le genre. J'ai pu rattraper le film Convoi exceptionnel de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Christian Clavier et Farida Raoudjani. Foster et Taupin se rencontrent dans un embouteillage. Foster doit rencontrer Taupin, c'est écrit dans son scénario, mais malheur, Taupin n'a pas de scénario. Il n'en a jamais eu dans un monde où pourtant tout le monde se voit dicter ses scènes à l'avance grâce au script. Vous le comprendrez donc déjà rien qu'avec le synopsis du film, on est sur un film totalement absurde. Les lois de notre monde n'ont pas vigueur dans ce monde-là. Donc on a quand même des lois, genre les lois de la physique normales sont là. On est dans une époque qui a l'air à peu près contemporaine, il y a des téléphones portables, les gens se fringuent à peu près comme nous. Pour le reste, voilà, c'est une société qui est régie par le fait ou non d'avoir un scénario. Et donc les gens sont en permanence en train de dire « mais là vous voyez bien, dans cette scène je joue ça, je dois rencontrer telle personne, ah c'est vous telle personne, ok ben on doit jouer ça, etc. etc. » avec des gens qui viennent en permanence leur donner de nouvelles pages de scénario, et au bout d'un moment on rencontre même la société de production qui crée ces scénarios. Au début du film tout va bien, genre on est dans cette espèce d'univers dont on commence à accepter les codes. En plus de ça c'est un film qui est très très drôle, qui repose énormément sur de l'humour absurde et de l'humour des situations, et c'est même vraiment très très intéressant à suivre. Au début du film je me disais si Beckett avait fait du cinéma, il aurait fait ce genre de film, donc exactement avec ce genre de dialogue absurde qui montre un peu la vacuité de l'existence humaine. Donc c'était super intéressant, et puis il y a un moment, je sais pas pourquoi, le film se perd totalement jusqu'à devenir vraiment vraiment foireux. Parce qu'en fait le film ne tient pas son concept jusqu'au bout, le film en fait a juste une idée, mais contrairement à Braquet-Poitiers qui arrive à sublimer ce simple concept pour en faire un vrai film avec un propos, une profondeur, un enjeu, là il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de propos. Passez la surprise, passez le moment magique, passez les dialogues qui sont bien écrits, passez les jeux d'acteurs, passez les rencontres absurdes, et ben on se retrouve à 45-50 minutes à avoir compris les règles de l'univers, à attendre la suite, et il n'y a plus rien qui vient. Et non seulement il n'y a plus rien qui vient, mais en plus le film perd énormément de sa subtilité d'écriture. Parce que jusque-là on était sur des dialogues plutôt absurdes, à la fois comiques, mais aussi parfois tragiques, qui parlaient plutôt de ce qu'était un être humain, on va dire au sens large. Et vers la fin du film, t'as l'impression que j'ai même l'impression que le scénario n'a plus été écrit par la même personne, parce que le film devient très vulgaire dans son ton, dans ses propos, il y a énormément de jurons, et le film devient une espèce de philosophie de comptoir, de discussion PMU entre des gars qui sont là à dire que toutes les femmes c'est des putes, que de toute façon les arabes ils nous volent notre boulot, ce genre de truc. Et tu comprends pas du tout la rupture de ton, parce que c'était absolument pas des personnages qui étaient beaufs jusqu'à présent, et là d'un coup ils se mettent à devenir détestables, et en plus avec une qualité d'écriture médiocre dans les dialogues, puisque je vous le dis, c'est que des dialogues à base de jurons, d'insultes, donc des trucs très très pauvres en termes de vocabulaire, en termes de rythmique, en termes d'intérêt quoi. En plus de ça, j'ai du mal à situer quelle est vraiment la métaphore utilisée pour les scénarios, donc c'est quelque chose dont on peut tout à fait discuter, parce que j'ai l'impression que tour à tour, ça devient... le scénario incarne plusieurs choses. Le scénario incarne la Bible, dans un premier temps. Ensuite, j'ai l'impression que le scénario incarne les papiers, donc par exemple les personnes sans scénario, comme Taupin, sont en fait des personnes un peu laissées pour compte, comme une personne sans papier à notre époque actuelle. J'ai l'impression que le scénario représente aussi les idées toutes faites, les idées préconçues. J'ai l'impression qu'il y a aussi toute une critique du monde de l'audiovisuel, de la télévision, de la série, ce genre de trucs, et du scénario en France en tout cas, de manière générale. Donc voilà, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs strates de lecture qui se dégagent, et il n'y a aucun choix qui est vraiment
vraiment fait par le film. Donc d'un côté c'est intéressant parce que ça donne matière à débat, ça donne matière à se creuser un peu le ciboulot, et d'un autre côté ça donne l'impression que le film est très fouillis, qu'il ne sait pas vraiment où il va, et hélas cette impression est accentuée par cette perte de qualité tout au long du film, et par cette impression que le concept n'est pas tenu jusqu'au bout. Alors il faut savoir que c'est le premier film de Bertrand Blier que je voyais, donc effectivement le côté absurde, loufoque m'a vraiment plu et m'a séduite, mais j'ai discuté avec plusieurs personnes qui avaient l'habitude de son cinéma et qui se disaient très déçus par ce film-là, parce que justement ils le trouvaient pas assez jusqu'au boutiste, pas tenu jusqu'au bout, et 3, beaucoup trop pauvre dans sa mise en scène et dans son jeu d'acteur pour être vraiment intéressant et pour être considéré comme un bon film de Bertrand Blier. Parce que passé la surprise et passé le concept, le film n'a pas grand chose à offrir. J'ai vu ensuite le film Anna de Luc Besson, avec dans les rôles principaux Sacha Loos, Hélène Mirren, Luke Evans et Cillian Murphy. Anna est une agente qui bosse pour le KGB et est envoyée à Paris sous couverture de top modèle. Lors d'un faux pas pendant une opération, elle se fait coincer par la CIA et se voit offrir de bosser pour eux en échange de sa liberté. Honnêtement, ce film se fait absolument défoncer absolument partout. Je pense qu'il y a énormément de haine qui est tournée plus contre Luc Besson que contre ce film, parce que si on regarde les choses de manière objective, c'est loin d'être un mauvais film. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est un film hyper classique qui apporte rien au genre, et en plus, pour peu que vous ayez vu Red Sparrow l'année dernière, je crois, franchement, ça sentira un petit peu déjà la redite, et en dehors de ça, c'est franchement pas un film où je trouve qu'il y a des tonnes de trucs à reprocher. Personnellement, à quoi est-ce que je m'attendais? Je m'attendais à un film avec une espionne, tenue par un personnage principal, une femme forte, c'est la première fois qu'on la voit à l'écran en plus, avec des rebondissements parce qu'on sait pas si elle bosse pour la CIA, pour le KGB, pour un peu des deux, comment est-ce qu'elle va se dépêtrer de ça, et dans une ambiance visuelle assez jolie, parce qu'on parle quand même de Luc Besson, il sait faire des belles images. Le film m'a offert tout ça, donc que demander de plus? Le problème, c'est que en vous disant ça, donc en vous citant les 4 qualités principales du film, je vous ai déjà résumé tout ce qu'il y a à dire sur ce film, parce que, hélas, le film ne va pas au-delà de ça. Ça nous raconte une histoire, ça nous le raconte bien, ça nous le raconte avec des bons personnages qui sont bien incarnés. Le suspense et le scénario, bon, ça se voit tout venir à des kilomètres, mais ça se suit bien, c'est plutôt plaisant, c'est un bon divertissement, ça va pas au-delà. C'est peut-être ça le reproche qu'on fait à Luc Besson, peut-être qu'après tellement d'années aussi en tant que cinéaste, on aimerait que son cinéma devienne un peu plus mature. C'est vrai que c'est un cinéma qui reste finalement très ancré dans des codes de cinéma d'action des années 90, il a du mal à s'extraire de ça. C'est du cinéma qui a du mal à aller au-delà de simplement raconter une histoire et simplement faire de belles images. C'est un cinéma de divertissement qui n'a pas de profondeur, et je pense que c'est sans doute ça qu'on reproche à Besson. Mais à côté de ça, il y a tellement aujourd'hui de purges qui sortent en matière de blockbuster, il y a tellement de films qui sont plus détestables, il y a tellement de films qui sont tellement moins bien faits, et il y a tellement de films qui passent des messages qui sont pourris, tellement pires que Anna, que j'avoue que l'acharnement qu'il subit et je trouve vraiment injuste. En plus de ça, Luc Besson, si on nommait le fait que c'est sans doute un prédateur sexuel, donc ça c'est complètement dégueulasse, c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas vu le film au cinéma, hein, je n'avais pas envie de payer pour ça, mais c'est un film qui essaie de se battre pour qu'on ait du cinéma de divertissement en France, qui essaie de se battre pour qu'on essaie d'avoir aussi des productions type blockbuster en France, qui essaie un peu de concurrencer l'Amérique, et en fait en France c'est le seul qui essaie de se bouger un peu le cul pour qu'il y ait des choses qui se passent, et je trouve que rien que pour ça, lui tirer dans les pattes à chaque fois qu'il fait une production parce qu'on n'arrête pas de lui dire « Ah oui, mais c'est pas Léon », bah oui, c'est pas Léon, genre oui, il y a un moment, le mec il a atteint son point d'or, et puis maintenant c'est la chute, et puis voilà, mais je trouve qu'il y a trop de mauvaise foi qui entoure ça, et moi ça me débecte un peu. Anna, c'est un film qui est honnête, qui donne ce qu'il a à donner, qui est pas un chef-d'œuvre, qui est pas révolutionnaire, mais qui a pas la prétention de l'être. Et ce qu'il fait, il le fait bien, et voilà, il n'y a rien de plus à dire, Luc Besson a réussi son film. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'un film belge, le film Duel, réalisé par Olivier Massé-Depasse, avec dans les rôles principaux Verle Baetens, Anne Coessens et Mehdi Nebou. Dans les années 60, Alice et Céline sont amies et vivent une vie paisible dans une banlieue chic de Bruxelles, jusqu'au jour où le fils de l'une d'elles meurt dans un accident, remettant en doute leur amitié. Duel, c'est un film qui assume énormément de tout emprunter à Alfred Hitchcock, dans son ambiance déjà typée années 60, dans ses cadres, dans sa musique omniprésente aussi, qui est très Hitchcockienne à base d'énormément de cordes et de claviers, et aussi dans ce qu'il raconte et la manière de le raconter, puisque c'est un thriller qui est basé sur un cadre familial, sur un cadre de la vie quotidienne, à savoir comment un drame
de la vie quotidienne, puisque c'est un accident qui arrive à ce petit garçon, peut impacter, transformer la psyché de quelqu'un. C'est pas un projet inintéressant, honnêtement, même si effectivement c'est hyper classique, donc ça apporte rien au genre. Et je dirais que c'est un bon classique dans le sens où ça n'essaie pas d'en faire trop, ça n'essaie pas de se la péter plus haut que son cul, et ça nous raconte quand même les choses de bonne manière. Notamment, j'ai été très intriguée par la fin, que je ne vais pas vous spoiler, mais je ne m'attendais pas à ce que le film termine comme ça, et je suis plutôt satisfaite que pour une fois, il y ait un réalisateur qui ait eu l'audace de faire terminer son film de la manière dont on ne veut pas qu'il se termine. Je trouve ça plutôt classieux comme geste et comme audace. À côté de ça, c'est un film visuellement très réussi, donc les années 60 sont très bien reproduites. Il y a tout un travail sur les costumes, sur les couleurs. C'est un film qui au début est très pastel, très doux, avec des femmes avec des robes colorées, bleues, roses, presque un univers naïf, on va dire picturalement très pastel, qui au fur et à mesure devient de plus en plus sombre, avec des tenues de plus en plus sombres, des airs de plus en plus fatigués. Donc il y a tout un travail comme ça. Sur les décors aussi, au début on a des arbres qui sont fleuris, on a des arbres morts sur la fin, plein de métaphores visuelles et de changements qui sont assez subtils, assez réussis, et qui prouvent qu'on a quand même affaire à quelqu'un qui sait faire des images et voilà, qui sait ce qu'il met dans son film en termes de propos, d'impact, etc. Je trouve que même en termes de narration, c'est un thriller qui est relativement subtil dans ce qu'il amène, parce que même si on se doute des choses, même s'il y a des ficelles scénaristiques que l'on voit énormément venir, la manière dont il les amène, c'est plutôt subtil. Pour vous donner un exemple, il y a une des deux femmes que l'on suit qui en fait a souffert d'avoir des hallucinations quelques années auparavant, et on la montre pas, si vous voulez, genre dans un flashback en train d'avoir des hallucinations, on la montre pas de manière maladroite en train de prendre ses médicaments pour ça, on la montre pas avec son psy, qui sont des situations qu'on a déjà vues et qui sont des manières classiques de montrer qu'un personnage a eu des hallucinations, des psychoses ou a des problèmes mentaux. Ici, tout simplement, elle va parler à son amie, et son amie lui dit « Oh, tu sais, je suis fatiguée en ce moment, etc. » Et elle lui répond « Ah, bah si tu veux, je peux te conseiller l'adresse de mon docteur, tu sais, c'est celui qui m'a aidé quand j'allais pas bien il y a quelques années, quand j'avais fait ces espèces de crises où je m'imaginais des trucs. » C'est tout. Une ligne, une simple ligne, qui après explique énormément de choses dans l'attitude de son entourage. C'est très subtilement amené, et il y a plein de choses comme ça dans le film qui sont très subtiles. Je dirais que ce qui va pas par contre dans le film, hélas, c'est que les deux actrices principales qui sont censées du coup porter le film ne sont, à mon avis, pas assez bonnes. Elles sont trop en sous-jeu. C'est un jeu qui est trop rentré, c'est un jeu qui est trop intérieur, elles en font pas assez. Et du coup, c'est un film qui manque d'incarnation, et c'est dommage parce qu'avec un sujet pareil, on a envie d'avoir des personnages qui soient forts et qui vraiment pètent l'écran, et là, c'est pas le cas. Je vais pas m'étendre des heures sur ce film parce que c'est loin d'être révolutionnaire. Si jamais vous voulez voir un petit thriller, pas trop prise de tête, ambiance Hitchcockienne, très à l'ancienne dans sa manière de montrer le thriller, le drame et ce genre de choses, je vous le conseille, il est chouette, il m'a fait passer un bon moment, mais c'est vraiment pas un film révolutionnaire, c'est pas un film qui mérite qu'on en fasse des tonnes de louanges, et en plus de ça, le jeu d'acteur est hélas pas assez bon pour qu'on puisse monter ce film vraiment pour dire que ce soit un très bon film. Pour l'instant, ça se contente d'être un film qui est plutôt bon, mais ça va pas au-delà. Voilà, ma vidéo bilan du mois de septembre est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai énormément parlé, mais bon, voilà, moi j'ai des trucs à dire sur les films, donc je l'ai dit. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce genre de vidéos, parce que je me rends compte que c'est les vidéos les moins vues de ma chaîne, alors que tous les mois, on me réclame par MP ou sur Facebook ou sur Twitter de parler de certains films, et une fois que j'en parle, il y a personne pour regarder. Donc finalement, est-ce que ça vous intéresse que je fasse ce genre de vidéo ou pas? Est-ce que le format vous plaît ou pas? Dites-le moi, parce que je suis un petit peu déroutée. En attendant, n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook et sur Twitter pour vous tenir au courant de l'actualité de la chaîne, à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît, et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!